Dans la longue maison du runomancien, il faisait plus chaud qu'il n'aurait dû par un matin pareil. Le feu dans l'âtre était presque éteint, mais l'air restait lourd, épicé de fumée, de poissons séchés et d'herbes dont on essayait de faire tomber la fièvre. Sur la couche, couvert de laine, le père d'Ingborg se débattait, tantôt se figeant, tantôt relevant de nouveau les épaules, comme si des mains invisibles le bousculaient. Son front luisait, ses lèvres remuaient, mais les mots se déliaient en un souffle. À côté, sur une table basse, gisait un brouillon, une feuille de parchemin, où les runes perdaient leur dignité dans des pâtés. Ingeborg se tenait près de la table, sans retirer le bandeau de ses cheveux. Ses doigts sentaient le fer, à cause de la boucle qu'elle venait d'attacher sur le manteau de son père, et l'encre qui s'était incrustée sous ses ongles. À son cou pendait un pendentif simple, cadeau de sa mère, un mince morceau d'argent marqué d'un signe en relief, un signe qui protégeait. Quand l'ancien entra dans la maison, il apporta avec lui l'air humide de la rue et autre chose encore, qu'on sentait plus mal que l'humidité. L'ancien parla d'une voix égale, comme si lire l'exigence du jarl faisait partie du matin, au même titre que partager le pain. Mais on entendait dans ces mots une hâte qu'il cachait. Pour le lendemain matin, il fallait envoyer au port une liste soignée des redevances et des présents, hydromel, peau, poissons séchés, fer. L'ancien lança un regard vers la table. La liste devait être sans faute et sans tâche, pour que, dans le domaine du jarl, on puisse la poser sur une table près des autres messages sans faire la grimace. Ingborg regarda le brouillon et ne chercha pas d'excuses. Elle se contenta de pousser la feuille gâchée sur le côté, comme si elle repoussait un malheur qui empêchait de respirer. Elle ferait une copie honnête. L'ancien hocha la tête, et dans ce hochement, il y avait à la fois l'accord et l'épreuve. En serait-elle capable? Il ne dit pas que les femmes écrivent-tu rarement. Il ne dit pas que les runes aiment une main d'homme. Il ne dit pas ce que pourrait dire n'importe qui a envie de piquer. Il regarda seulement le runomancien malade, la table, Ingeborg, et comme s'il la soupesait dans sa paume, tel un morceau d'argent. Puis il ajouta qu'il ne fallait pas seulement écrire la lettre, mais aussi la porter. Et pour que personne, en chemin, ne l'aide à disparaître, il donnerait une escorte. Il dit cela presque négligemment, comme s'il parlait d'un sac de farine. Mais Ingborg comprit, l'affaire n'était pas un sac. L'affaire, c'était que le jarl aimait l'ordre, et que le village n'avait pas le droit d'avoir l'air délié, comme un filet déchiré après la tempête. Sur le seuil apparut Eiríkr. Il entra comme s'il avait peur de heurter le chambranle. Grand, large d'épaules, dans une tunique de laine serrée par une ceinture où pendait un couteau et une petite hache, pas une hache de parade, une hache de travail. Il sentait l'air froid et le cuir, et encore un peu la résine, comme un bouclier qu'on vient de réparer. Il ne sourit pas et ne s'inclina pas trop bas. Il s'arrêta simplement près de la porte et se tint droit, comme à l'alignement. Ses yeux glissèrent sur la table, sur le runomancien malade, sur l'encre, et s'arrêtèrent sur le parchemin avec une expression comme si c'était une lame qu'on peut laisser tomber, et ensuite chercher longtemps dans l'herbe. L'ancien lui donna un ordre bref, rester près de la porte, ne laisser personne déranger, puis porter la lettre au port et ne pas la perdre. Eiríkr acquiesça, et son hochement fut trop sérieux, presque lourd. Il n'avait pas l'air d'un homme qui craint une bagarre. Il avait l'air d'un homme qui craint de se tromper dans la chose la plus simple, et qui, pour cela, se tient comme si chaque geste était une épreuve. Ingeborg voulut dire quelque chose de mordant, pour le remettre à sa place d'un coup, comme on remet à sa place un tonneau vide qui roule du mauvais côté. Elle avait pris l'habitude de se défendre par les mots, parce que les mots étaient son métier. Mais elle vit qu'Eiríkr, sans y penser, porta les doigts à sa ceinture, vérifia la boucle, comme pour s'assurer que tout était en place. Et dans ce geste, il y avait une inquiétude si humaine que la pointe acérée resta coincée sur sa langue et ne naquit pas. Elle s'assit à la table.
La plume courte grinça quand elle en ajusta la pointe. L'encrier était près d'elle, noir, épais comme l'oha nocturne au fond d'un fjord. Ingeborg inspira pour calmer sa respiration et commença à tracer les lignes. Elle écrivait lentement, non parce qu'elle avait peur, mais parce que chaque rune était pour elle un petit serment, comme cela, droit, sans queues inutiles, sans tremblement, pour que dans le domaine du Jarl, là où pendent au mur des boucliers et des planches sculptées au nom des ancêtres, personne ne dise que le village a envoyé des gribouillis. Derrière la paroi, des pas froissaient, les planches gémissaient, quelqu'un appelait une vache, quelqu'un se disputait avec un chien. Et malgré tout, la maison vivait. Par la fente de la porte, l'odeur de la mer s'insinuait. Par l'ouverture de fumée montait une colonne grise, paresseuse, et près de l'âtre sur un crochet, pendait un chaudronnet, vide, qui heurtait le fer sous le vent. Dans un coin sur une étagère, se tenait une figurine de bois de Thor, avec un marteau grossier. À côté, reposait une petite croix, rapportée par quelques marchands d'une rive étrangère. Dans la maison du runomancien, on ne discutait pas de savoir quel signe était à être le plus fort. Ici, on croyait à ce qui aide à survivre et à ce qu'il est honteux de perdre. Le premier à venir fut un enfant, un garçon aux joues brûlées par le vent. Il passa la tête dans la pièce comme s'il était le maître, et demanda ce qui était écrit à leur sujet. Ingeborg ne leva même pas les yeux. Elle se contenta de lui dire d'aller dehors et de ne pas respirer sur le parchemin. Le garçon ne s'en alla pas. Alors Eirikr, sans bouger de sa place, prononça « bas », mais si dur comme un ordre donné sur la grève avant le combat. « Sortir ». Le garçon rougit, marmonna quelque chose de vexant et s'échappa en claquant la porte. Puis vint la voisine, une femme dans un manteau lourd, avec des ourlets mouillés de rosée. Elle apportait des nouvelles qui lui semblaient toujours plus importantes que le travail de d'autrui. Elle s'assit près d'Ingeborg, sans demander, et se mit à chuchoter qui s'était querellé avec qui n'avait pas donné de sel à qui avait vu près de l'eau à un étranger. Ingeborg supporta quelques respirations, puis demanda qu'on laisse la maison en paix. La voisine s'offensa, comme on s'offense quand on refuse l'hospitalité, et elle allait déjà répondre plus fort. Mais Eirikr dit éancré, de sa voix basse et égale, « partir ». Comme si les mots pouvaient devenir un mur. La femme se leva, le regarda avec fureur, et s'en alla, emportant avec elle l'impression qu'on l'avait chassée comme un chien. D'autres suivirent. Certains regardaient juste par curiosité, parce que le malheur des autres paraît toujours intéressant. D'autres apportaient des copeaux et du poisson, proposant une aide qui n'était, en vérité, qu'un prétexte pour rester là et dévisager. Chaque fois, Ingeborg sentait sa main devenir plus lourde, et les runes se mettre à résister, comme si elles entendaient le bruit et ne voulaient de plus se coucher droit. Chaque fois, Eirikr demandait calmement. Et pourtant les gens repartaient avec un visage aigre. Ils ne savaient pas être doux, comme ne savent peut-être pas l'être ceux qu'on a appris à tenir le rang, pas à sourire. Une fois, un chat noir et gris, comme de la cendre, sauta sur la table et s'étira de tout son corps vers le parchemin tiède, comme vers une tache de soleil. Ingeborg eut le temps de relever la feuille, mais l'encre trembla et laissa une trace à peine visible. Elle se figea, regardant ce petit malheur comme une blessure. Le chat ronronna comme si rien ne s'était passé et tenta de se réinstaller. Eirikr, sans se changer d'expression, souleva le chat à deux mains et le porta vers l'âtre, comme on porterait un nourrisson pour qu'il ne gêne pas la conversation des adultes. Le chat ne se débattit pas. Il rabattit seulement les oreilles, le regard offensé. Eirikr le posa au sol et lui murmura quelque chose, comme si le chat pouvait comprendre. Ingeborg vit cette sollicitude absurde, et elle vit soudain Eirikr autrement. Non comme celui qu'on a planté là pour se taire, mais comme un homme qui, de toutes ses forces, essaie de tout faire correctement et qui a peur, tout le temps, de faire de travers. Elle leva les yeux et croisa son regard.
Dans la pièce, il faisait chaud, mais ce regard rendit l'air plus frais, comme si, par la fente, le fjord soufflait de nouveau. Ingeborg ne dit rien. Elle hocha seulement la tête, brièvement, pour reconnaître son aide. Le signe fut presque imperceptible, mais Eirik sembla grandir d'une paume. Ses épaules se redressèrent. Son menton se fit plus sûr. Il ne sourit pas, mais quelque chose frémit au coin de sa bouche, comme chez un homme à qui l'on fait rarement sentir qu'il sert à quelque chose. Le runomancien sur la couche gémit et murmura un nom. On ne savait pas lequel. Ingeborg ferma les yeux une seconde, comme pour retenir en elle la peur pour son père. Elle voulait que cette nuit passe vite, que la fièvre tombe, que la maison redevienne droite, comme une planche bien taillée. Mais le temps, ce ne se hâtait pas. Il s'étirait, visqueux comme de la résine. Elle continua d'écrire. Ligne après ligne, hydromel, tant de petites tonnelées, peaux et temps, poissons, des liens, fer, des barres, des clous, des anneaux. Dans chaque mot, elle entendait le village, le grincement des portails, le bourdonnement de la forge, le froissement du poisson sur les claies, les femmes qui rembobinant la laine. Sa lettre n'était pas seulement une liste. Elle était la preuve que leur vie ne se défaisait pas en cris et en boue, qu'ils avaient un ordre, et que cet ordre pouvait être montré au jarl sans honte. Quand la lumière derrière la fenêtre étroite commença à baisser, la porte grinça de nouveau. Sur le seuil se tenait le garçon, le même, mais il n'était plus seul. Deux autres se pressaient derrière lui, et leurs visages étaient tendus comme devant une mauvaise nouvelle. Le garçon n'essayait plus de plaisanter. Il dit simplement qu'on avait vu près du quai un homme de la cour du jarl et qu'il venait ici. Eirik se redressa aussitôt, comme si on lui jetait un défi invisible. Ingeborg serra plus fort la plume. Elle le savait, si c'était celui qui attendait la lettre, ils avaient presque fini. Et si c'était celui qui apportait une nouvelle exigence, alors leur journée ne faisait que commencer. Dehors, on entendit des pas rapides, une inspiration rauque, et, sans frapper, un messager entra. Son manteau était éclaboussé de bouts de route sur ses bottes, des projections salées, comme s'il avait couru tout le long de l'eau. Il balaya la maison d'un seul regard, s'arrêta sur le runomancien malade, sur la table, sur la feuille propre qu'Ingeborg couvrit de la main, et dit sans salut, comme parlent ceux qui ont l'habitude qu'on les écoute. Demain, il y a un festin chez le jarl. Il faut le bouc talisman. Celui-là même, cornu, avec la tache blanche. Où est-il? Dans la maison, un instant, le silence fut tel qu'on entendait le charbon craquer dans l'âtre et, très loin, près du quai, une corde gémir sur un mât. Ingeborg sentit monter en elle un froid qui ne ressemblait en rien à l'air marin. Elle eut envie de dire que la lettre comptait plus qu'un bouc, que le jarl avait besoin d'ordre, pas de caprice de bête. Mais elle le savait, dans le domaine du jarl, les talismans font aussi partie de l'ordre. Et si le talisman disparaissait, seraient coupables ceux qui devaient Eirik tourna les yeux vers Ingeborg. Il ne dit rien, mais dans son silence, il y avait une promesse. Il irait et ferait ce qu'il devait, pour n'être pas traité d'homme sans main. Ingeborg regarda la copie au net presque achevée, l'ombre fiévreuse de son père, la porte humide derrière laquelle commençait déjà l'agitation, et comprit que la journée paisible était finie. Il fallait désormais réussir deux affaires à la fois, et chacune parlait d'honneur. Le messager attendait la réponse comme si le temps lui appartenait, et, derrière les murs de la longue maison, la mer respirait toujours, égale et lourde, comme si elle ne savait pas que, dans ce petit village, une poursuite venait de commencer. Une poursuite qui, d'ici au matin, pourrait décider de qui l'on se moquerait pendant des années. Le messager repartit aussi vite qu'il était entré, comme si l'odeur de fièvre et d'inquiétude dans la maison ne comptait pas. La porte claqua, et l'air de mer revint s'insinuer par la fente. Mais maintenant cette odeur ne semblait plus fraîche.
Elle était tranchante, comme un avertissement. Pendant quelques battements de cœur, Ingeborg resta immobile, la paume pressée sur le parchemin, comme si elle pouvait retenir non seulement la lettre, mais aussi l'ordre qui, une minute plus tôt, tenait encore sur une table et sur le silence. Son père gémit sur la couche, tourna la tête, et un murmure glissa sur ses lèvres, pareil à une prière où se mêlaient des noms anciens et des noms nouveaux. Ingeborg se leva, remonta la couverture de laine sur lui, effleura sa tempe. La peau était chaude, comme une pierre chauffée près de l'âtre. Elle se força à retirer la main comme si, autrement, elle pouvait brûler avec cette chaleur. Eirik se tenait près de la porte et la regardait comme s'il attendait un ordre, mais n'osait pas le demander. Il y avait en lui quelque chose d'obstiné et d'honnête. Il était habitué à exécuter, pas à discuter. Mais, cette fois, il n'était pas question de bouclier ni d'épée. Il était question d'un bouc, et cela, pour une raison obscure, lui semblait plus effrayant. Ingeborg vit comment ses doigts retrouvèrent encore sa ceinture, comme si la ceinture tenait sa confiance. L'ancien était déjà dans la cour, rassemblant des gens. Les voix dehors montaient vite, comme un vent qui lève la vague. Quelqu'un jurait, quelqu'un proposait de courir à l'enclos. Quelqu'un assurait avoir vu le bouc le matin, près de la grange. Il y avait trop de moi dans ces paroles, et pas assez de faisons. Ingborg prit la sacoche avec la lettre, vérifia les liens, les serra plus fort qu'il ne fallait, et sortit dans la rue. Le jour était gris, mais clair. Le fjord en contrebas miroitait comme de l'acier. Au-dessus de l'Otadeko pendaient de minces fils de brume, et, sur le cap lointain, blanchissait une bande de neige, comme si la mer y butait contre le froid. Entre les maisons, on faisait sécher du poisson, étiré sur des perches, et il en venait une odeur salée, lourde, l'odeur du travail. Quelque part, la forge martelait, et la sonnerie du fer résonnait avec assurance, comme le cœur du village. Près des granges, les gens se pressaient, des hommes libres dans des manteaux grossiers, des femmes en longues robes à fibules, des esclaves portant des corbeilles et qu'on ne retirait pas du labeur, même à une heure pareille. Tous avaient le même visage, non pas la peur, mais l'irritation. Le bouc talisman n'était pas qu'une bête, c'était un signe. S'il avait disparu, c'est que le village ne tenait plus ce qui lui appartient. Et le jarl n'aimait pas quand son signe lui échappait. L'ancien montra une corde rompue près d'un poteau. Le nœud avait été fait à la hâte, bouillonnant, comme s'il avait été noué dans l'obscurité ou dans la précipitation. La corde avait été mordue, les fibres dressées comme des os. À côté traînaient des lambeaux, et sur le sol des traces de sabots filaient vers les potagers. Eirik s'accroupit, prit le bout dans ses mains et passa un doigt sur le nœud. Sa bouche tressaillit, comme s'il voulait se taire, mais n'y parvenait pas. Il dit à mi-voix, presque pour lui, qui noue comme ça. Il n'y avait pas de colère contre quelqu'un dans ces mots. Il y avait ce désir désespéré que les choses du monde tiennent ferme, comme elles doivent tenir. Ingeborg regarda le nœud et sentit la colère monter dans sa poitrine. Mais pas contre la corde, ni contre le bouc. Contre le fait que, encore une fois, tout retombait sur elle, sur son nom, sur sa maison. Elle serra sa sacoche jusqu'à en blanchir la peau sur ses jointures. Puis elle leva les yeux et vit qu'Eirik se redressait déjà, prêt à suivre la piste. Et, dans cette disponibilité, il y avait quelque chose de simple, presque consolant. Ils ne discutent pas, ils marchent. Ils partiront ensemble. Le village s'étirait le long de l'eau, serré comme une rangée de boucliers sur un mur. Entre les maisons traînaient des copeaux, des toiles claquaient sur des cordes. Près des entrées, des baquets de choucroute attendaient. Des enfants couraient en derrière eux, parce que tout mouvement d'adultes est une fête, même quand la fête sent le malheur. Ingeborg tenta de les chasser d'un regard, mais ils se contentèrent de ricaner. Eirik se retourna et leur souffla de ne pas gêner. Il voulait que cela sorte doux, mais il y avait tant de dureté dans son chuchotement que les enfants se turent aussitôt. Puis,
vexés, restèrent en arrière. Un garçon lui tira la langue, mais de façon à ce qu'Ingeborg ne voie pas. Ingeborg vit tout de même, et, sans trop savoir pourquoi, ne dit rien. Elle était agacée que les gens se vexent si facilement quand on leur demande de laisser le travail d'autrui en paix. Elle était agacée aussi qu'Eirik ne sache pas parler autrement. Mais, dans cet agacement, il y avait une étrange pointe de respect. Au moins, lui, il essaie. Les traces les menèrent au potager, où la terre était mouillée et lourde comme de la pâte, et où l'air sentait l'herbe de l'an passé. Là, le vacarme montait déjà. La tante la plus bruyante du village se tenait près de sa planche et agitait les bras comme si elle convoquait un thing, là, au-dessus des choux. Le bouc était tout près, son museau luisait du jus, et la tache blanche sur son flanc paraissait provocante, comme s'il montrait exprès que c'était lui qu'on cherchait. La tante hurlait que ce n'était pas du chou, c'était son honneur, que la moitié de l'hiver tenait sur son travail, et que si le jarl voulait son bouc, qu'il paye le jarl pour chaque trognon. Autour, les voisins s'attroupaient, certains riaient, d'autres approuvaient, d'autres excitaient, parce que la querelle des autres est toujours douce comme le miel, quand la ruche n'est pas la tienne. Erika fit un pas en avant, leva les mains comme on fait pour montrer qu'on n'attaque pas. Le bouc le regarda, et sembla ricaner à sa façon, avec l'insolence des bêtes. Eirik s'approcha prudemment, visant à le saisir par les cornes. Un instant, tout sembla possible. Puis le bouc fit un écart, et Eirik, ayant posé un pas trop sûr, glissa sur la terre mouillée et s'étala dans une flaque. Ce fut si soudain et si terrestre que la foule éclata de rire. Le rire roula sur les potagers comme des galets sous le pied. Eirik se releva couvert de boue, des brins d'herbe lui collaient aux cheveux, et il n'avait plus l'air d'un homme du jarl, mais d'un homme que la terre elle-même venait de corriger. Ingborg porta la main à sa bouche, parce qu'il ne faut pas rire d'un homme d'escorte, surtout devant les gens. Mais le rire perça tout de même en un petit souffle. Elle abaissa aussitôt la main, se fit un visage froid et sévère, comme si rien n'avait eu lieu. Et pourtant, Eirik entendit. Il tourna la tête, accrocha son regard, et, une seconde, quelque chose de chaud s'alluma dans ses yeux. Il rougit, non de honte, mais parce qu'elle n'avait pas ri méchamment, pas pour piquer, juste humainement, comme on rit quand, à côté, il y a un être vivant, pas une fonction. La tante, voyant l'homme d'escorte dans la boue, se sentit gagnante. Elle haussa encore la voix et réclama réparation. Elle voulait une réparation qui ne soit pas seulement du chou, mais aussi la reconnaissance qu'on l'avait offensée. Cela comptait plus que le chou. Ingborg avança, se redressa. Elle portait une robe simple, mais les fibules sur ses épaules tenaient l'étoffe bien droite. Et sa façon de se tenir disait, fil de runomancien, habituée à ce que ses mots pèsent. Elle ne cria pas. Elle parla d'une voix ferme, égale, comme si elle lisait un accord. Elle dit que le bouc appartenait au jarl, et que sa fuite était donc l'affaire du jarl, mais que les dégâts étaient l'affaire de ceux qui répondaient du village. Elle dit que la tante n'avait pas à s'abaisser au cri, s'il était possible de s'entendre. Dans sa voix, il y avait du respect et de l'acier. Eirik essaya d'ajouter quelque chose. Il dit, simplement, comme il sait, il paierait. Il voulait éteindre la dispute comme on étouffe une étincelle dans la paume. Mais la tante entendit là non une attention, mais une faiblesse. Elle s'y accrocha aussitôt. S'ils paient, c'est qu'ils sont fautifs. S'ils sont fautifs, on peut demander davantage. Ingborg comprit que la droiture ne sauverait pas ici. Elle regarda autour d'elle et vit comment les gens attendaient la suite, comme on attend une bagarre ou une humiliation, pour ensuite la raconter près de l'âtre. Un froid lui passa dans le dos à l'idée que demain, après-demain, dans bien des hivers, on se souviendrait non du fait qu'elle avait sauvé la lettre,
mais de la façon dont la tante du potager les aurait tenus. Alors Ingborg fit un pas qui surprit même Ingborg. Elle ne proposa ni pièces ni miel, mais une chose que le village estime presque autant, un nom. Elle dit qu'elle écrirait pour la tante une nouvelle planchette d'étal, avec une belle inscription, des runes droites, propres, pour que les acheteurs du port lisent vite et sachent chez qui le chou est le meilleur et la mesure honnête. Elle le dit comme si elle offrait non une planche, mais une place dans la mémoire des gens. La tante se tut, ses yeux se plissèrent, et l'on y vit passer le calcul. La querelle, pour elle, n'était pas seulement de l'orgueil, c'était aussi du profit. Et le profit d'une belle enseigne pouvait survivre à n'importe quel trognon. Eirik, comprenant que l'affaire allait vers la paix, ajouta sa part, mais plus à propos d'argent. Il dit que le lendemain, il viendrait et aiderait pour le bois. Il ne le dit pas comme un guerrier qui accorde une faveur, mais comme un homme qui est prêt à travailler. Cela aussi eut son effet. Au village, on apprécie les mains qui savent non seulement tenir la hache à la guerre, mais aussi fendre des bûches. La tante renifla comme si elle cédait par pure grandeur d'âme, mais elle ne criait plus. Elle agita la main comme pour disperser des poules, et dit que cela irait. La foule bougea, certains mécontents, d'autres soulagés. La dispute n'était pas devenue un spectacle, mais elle devint une histoire qu'on raconterait tout de même. Pendant ce temps, le bouc, comme s'il savourait qu'on se querelle autour de lui, se dégagea des mains d'un garçon qui avait tenté de le saisir par la queue, et partit d'un bond, il se faufila entre les jambes, frappa d'un sabot un seau, et le seau roula en grondant, éclaboussant une eau sale. Puis le bouc sauta sur un sentier étroit qui descendait vers l'eau. Ingeborg s'élança derrière lui et posa aussitôt le pied dans du fumier caché sous l'herbe. Sa botte s'enfonça dans le mou, le tiède, et elle jura entre ses dents si sèchement qu'elle ne se reconnut pas. Ses joues brûlèrent. Elle haïssait à la saleté non parce qu'elle était fragile. Elle la haïssait parce que la saleté s'accroche aux vêtements et aux mots, et que les gens, longtemps, ne voyaient n'a plus qu'elle. Eirik, qui courait déjà derrière, entendit ce sifflement et sourit malgré lui. Le sourire fut court, comme s'il s'était surpris à faire une chose interdite. Ingeborg le vit et fit aussitôt comme si elle se fâchait encore plus pour ne pas laisser à ce sourire le droit d'exister. Mais, au-dedans, ce fut plus léger. Près de lui, il était permis de se fâcher, sans que cela ressemble à de la faiblesse. Cela ressemblait à la vérité. Ils coururent envers le quai, et, à mesure que la route descendait, le vent forçait. L'odeur de la mer frappait dès le visage comme une étoffe mouillée. Sur l'eau, des bateaux balançaient. Sur les planchers reposaient des filets, mouillés, lourds et comme des cheveux de noyer. Des cordages serpentins sous les pas. Des barriques se tenaient en rang, et les senteurs de poissons, de sel et de goudron donnaient assez le vertige. Tout au bout du quai, deux hommes discutaient le prix du fer. Et, tout près, une femme en fichu serrait sa corbeille, comme si on allait lui prendre non seulement sa marchandise, mais aussi sa place sur terre. Ingeborg pressa la sacoche contre sa poitrine. La pensée de la lettre devint soudain aiguë, comme une aiguille. Elle imagina le parchemin qui prend l'eau, l'encre qui bave, et les hommes du jarle qui voient que les taches et ricanent. La peur la saisit comme si on la tenait au-dessus de l'étau, prête à la lâcher. Elle se força à respirer, régulier. Le bouc déboula sur le platelage et, sans ralentir, s'élança sur les planches. Les planches détenaient glissantes, l'eau y brillait, et chaque pas pouvait devenir une chute. Ingeborg ralentit un souffle, choisissant où poser le pied. À cet instant, une planche sous elle céda un peu, comme si elle avait joué. Elle vacilla. Eirik fut à ses côtés, avant même qu'elle ait le temps d'y penser. Il ne la saisit pas rudement, ne la tira pas à lui. Il la prit seulement par le coude, ferme, sûr, comme on saisit quelqu'un pour l'empêcher de tomber dans un trou d'eau vive. Sa paume était chaude, la peau rude. Le geste dura le temps d'une respiration, et il lâcha aussitôt,
comme s'il ne voulait pas qu'on le voie. Mais Ingborg, après ce pas, marcha soudain plus vite. Pas parce qu'elle n'avait plus peur, parce qu'elle savait que si la planche trahissait, elle n'était pas seule. Elle ne le remercia pas. Elle jeta seulement un regard, où il y avait ce bref aveu qu'il avait fait juste. Eirik fit comme s'il ne regardait que le bouc, rien que le bouc. Mais ses oreilles rougirent de nouveau, et il se redressa, comme si ce regard lui donnait une force neuve. Le bouc tourna vers une rangée d'étals, au-delà. Le quai filait vers les entrepôts et les bateaux, là où la foule est toujours plus dense. Il sauta par-dessus un cordage, manqua de renverser un garçon, et fonça là où le bruit et la bousculade pourraient tarder la vallée, comme la mer avale une pierre. Ingborg vit, devant, des gens. Elle vit les têtes qui se retournaient déjà. Elle vit comment la curiosité s'accrochait au mouvement. Et comme, bientôt, cela ne serait plus leur poursuite, mais un spectacle du village. Et, quelque part, en elle, à côté de la peur pour la lettre, remua une autre inquiétude, encore sans nom. Si la foule se met à suivre, elle rira. Si la foule rit, elle se souviendra. Et si la foule se souvient, alors la lettre propre et droite ne la sauvera déjà plus de ce qu'on dira d'elle. Le bouc disparut derrière les barriques. Les premiers curieux coulèrent à sa suite, comme un ruisseau après la pluie. Et Eirik accéléra dans son mouvement. On voyait qu'il ne voulait pas passer pour un homme sans main devant tout le monde. Ingborg accéléra aussi, sentant son cœur battre dans sa gorge. Il ne savait pas encore où cette bête les mènerait. Et il ne savait pas combien Dieu, à présent, regardait de leur dos. Mais une chose était déjà claire. Ce n'était pas seulement la recherche d'un bouc. C'était le début d'un jour qui ne les lâcherait pas, avant d'avoir éprouvé tout ce qu'ils croient en d'eux-mêmes. Le bouc ne courait pas droit. Comme courent les bêtes quand des chiens les chassent, il choisissait sa route, comme s'il comprenait que les hommes ne craignent pas les cornes, mais la honte. Il les menait là où il y a plus de regard et plus de travail d'autrui, là où chaque planche est glissante, chaque barrique était celle d'un autre, et chaque cri devient aussitôt une rumeur. Le quai bourdonnait comme une ruche, et ce bourdonnement emportait la poursuite, la rendait commune, comme si le village attendait depuis longtemps l'occasion de se détourner des besognes lourdes et de regarder quelqu'un trébucher. Le vent venait de l'eau trancher les joues et séchait la sueur aux tempes. Les dracars, près des pieux lointains, se balançaient au rythme de la vague, leurs têtes sculptées, fixaient la rive comme une scène. Entre les bateaux pendaient des filets, mouillés et lourds, et des écailles y luisaient, comme si quelqu'un avait semé sur les cordes une poussière d'argent. Sur les plattelages gisaient des cordages, épais comme un poignet, et Ingborg guettait sans cesse leurs boucles du regard, comme si, dans chacune, un malheur pouvait se cacher. Elle gardait la sacoche et la lettre sous son manteau, pressée contre sa poitrine, et ce mouvement lui râpait la clavicule. Elle avait l'impression que le parchemin respirait avec elle, que l'encre entendait chaque secousse et était prête à baver au moindre faux pas. Elle ne le disait pas tout haut, mais au-dedans, une seule phrase revenait sans cesse. Ne pas laisser tomber, ne pas mouiller, ne pas laisser voir à quiconque qu'elle a peur. Eirik marchait à côté, un peu devant, comme s'il lui barrait la route face à la foule. Il surveillait le bouc, les pieds des gens, les planches glissantes, et, dans cette attention, il y avait quelque chose de guerrier, mais sans épée. Il avançait prudemment et vite, comme un homme qui a appris à garder l'équilibre sur un pont. Et pourtant, de temps à autre, son regard revenait vers la sacoche sous le manteau d'Ingborg. Et, alors, une inquiétude y passait. Pas la curiosité, pas l'envie de vérifier ce qui était écrit, mais la crainte que ce paquet disparaisse ou se gâte, et qu'avec lui disparaisse son calme. Le bouc jaillit de derrière des barriques, droit sur l'espace ouvert près des étals. Quelqu'un poussa un cri, quelqu'un rit, et le rire s'envola sur le quai comme une mouette. Une tisserande se tenait là, disposant des étoffes sur le platelage pour les sécher après la teinture.
Les pièces étaient neuves, denses, bleu-gris comme la mer d'hiver, et, sur les bords, on voyait un fin motif fait par des mains qui savent endurer. La tisserande était fière de ses tissus, parce qu'un tissu n'est pas qu'une chose. C'est du temps qu'on ne rend pas, des jours au métier, des nuits à la chandelle, des doigts piqués d'aiguilles. Le bouc ne se contenta pas de passer. Il sauta sur le bord même du platelage, comme s'il avait choisi exprès l'endroit où l'étoffe était étendue bien lisse, et se mit à galoper dessus, laissant sous ses sabots des marques mouillées. Sur les tissus apparurent aussitôt des dessins sombres, vivants, déchirés, comme les traces d'une tempête sur le sable. La tisserande resta d'abord immobile, comme si elle n'y croyait pas. Puis elle poussa un hurlement qui donna à Ingeborg la chair de poule. C'était le hurlement de quelqu'un qui voit son travail transformé en moquerie. Autour, les gens se rassemblèrent en un instant. Ceux qui, une minute plus tôt, ne savaient pas vers où l'on courait, savaient que maintenant, il y aurait un règlement. Et il serait bruyant, parce que sur un quai, chacun se croit témoin. Des hommes en tablières de cuir, des femmes avec des corbeilles, des pêcheurs aux manches mouillées. Même une paire d'esclaves qu'on avait envoyés porter des barriques s'arrêtèrent et levèrent la tête. Dans ces lieux, l'honneur n'appartenait pas qu'aux jarls. Chacun avait le sien et chacun le défendait à grands cris. La tisserande lança un regard vers Ingborg et Eirik comme une flèche. Elle allait déjà accuser, les mots étaient prêts, ces mots qu'on lave aussi difficilement que la poix. Ingborg sentit monter en elle une colère froide. Pas contre la tisserande, contre la situation, contre le fait qu'il se retrouve encore, devant des gens pour qui le cri compte plus que la vérité, contre le fait qu'un seul sabot étranger puisse salir non seulement une étoffe, mais aussi un nom. Eirik refit un pas en avant, et Ingeborg s'attendit à ce qu'il lâche une phrase droite et lourde qui ne ferait qu'enflammer tout le monde. Il était de ceux qui répondent court, utile. Mais, soudain, il parla autrement, vite, sûr, comme si les mots lui appartenaient depuis longtemps et qu'il les avait seulement gardés à l'intérieur. Il montra les traces du geste et dit que c'était un motif, un nouveau, que en ville, on aime de telles choses, parce qu'elles ont l'air audacieuses et riches, comme si l'étoffe ne craignait ni le vent, ni le sel. Il dit que les gens paintaient plus pour ce qui distingue un étal de celui d'à côté. Et si la tisserande nomme ce dessin comme il faut, on le demandera exprès. Comme on demande une fibule rare ou un couteau à l'acier solide. La foule se tut d'abord, parce qu'elle n'entendait ni excuses, ni menaces, mais du sens marchand. Les pêcheurs échangèrent un regard. Une femme à la corbeille plissa les yeux. Quelqu'un eut un rictus comme pour dire que l'homme d'escorte invente. Mais la tisserande, elle, ne riait pas. Elle regardait sa toile et comptait, comme compte quelqu'un qui s'est changé du travail en marchandise. Ingeborg se tenait un peu en arrière, et elle avait l'impression d'entendre non seulement les mots d'Eirik, mais aussi son propre étonnement d'être en train de parler ainsi. Sa voix sonnait plus vive qu'elle ne l'aurait cru, et elle n'avait rien de bravache. Il voulait sauver l'affaire, la sauver, elle, du déshonneur, même s'il ne nommait sans doute pas cela de cette façon. Il ne voulait simplement pas qu'on les déchire en rire. La tisserande sifflait encore, mais ce n'était plus le sifflement d'une blessée. C'était celui d'une femme qui marchande. Elle demanda comment appeler ce motif. Elle dit que si c'est un motif, il doit avoir un nom, sinon personne ne croira que c'était voulu et non abîmé. Dans sa voix, il n'y avait pas une demande d'argent, mais une demande d'ordre. Les artisans aiment l'ordre, parce que sans lui, il n'y a pas de respect pour le travail. Ingborg comprit d'un coup que c'était son tour. Les mots vinrent sur sa langue avec facilité, comme les runes qu'elle traçait sur le parchemin. Elle ne réfléchit pas longtemps. Elle vit la tache blanche sur le flanc du bouc, les cornes qui clignotaient entre les barriques, et elle dit fort, pour que tous entendent. Ce sera le motif du bouc du Jarl. Elle le dit comme si cette phrase existait déjà dans le monde, et n'attendait que d'être prononcée. La foule bourdonnait. Quelqu'un rit, mais ce rire-là était différent, plus une surprise qu'une moquerie.
La tisserande cligna des yeux comme si elle imaginait déjà, au marché du port. Les gens demandaient précisément cela, le motif du bouc du Jarl. Elle calcula vite comment cela sonnerait, dit avec un visage important. Elle calcula, et elle vit le gain. La tisserande exigea que le nom soit fixé. Pour qu'on ne dise pas, dès le lendemain, ils ont improvisé pour éviter de payer. Elle dit qu'elle voulait une planchette pour son étal, afin que chacun voie, c'est un motif officiel, pas de la saleté. Ingborg hocha la tête et promit d'écrire. Elle promit sans solennité, d'une voix droite, mais de façon à être crue. Ingborg sentit en elle une fierté silencieuse, pas celle qui relève le menton, celle qui redresse le dos. Elle croisa le regard d'Eirikr et y lut ce qu'elle n'attendait pas, du respect. Comme s'il venait de comprendre pour la première fois que son art d'écrire est une force qu'on peut placer à côté d'une lame. Eirikr ne dit rien, il la regarda seulement une respiration de trop. Dans ce regard bref, il y avait beaucoup surprise, reconnaissance, gratitude. Ingeborg détourna les yeux la première, comme si une chaleur lui montait, alors même que le vent était froid. Elle sentit sa peau se réchauffer sous le manteau, là où la sacoche collait à sa poitrine, et cette chaleur se lia soudain à autre chose qu'à la lettre. Le bouc, lui, n'avait aucune intention d'être reconnaissant qu'on le transforme en motif et en nom. Il jaillit déjà de derrière les barriques et courut plus loin sur le quai, vers les caisses d'étoffes d'autres marchands, vers des ballots de laine et des faisceaux de courroies. Il bondissait avec adresse, comme si ses cornes n'étaient pas un poids, mais un gouvernail. Par moments, il se retournait, et son regard avait quelque chose de moqueur, comme s'il choisissait qui des hommes serait le plus obstiné. Eirik repartit au galop. Il courait en évitant de heurter le bien d'autrui, mais sur un quai c'est presque impossible. Ingborg courut derrière, cherchant à rester près du bord du platelage, là où il y a moins de monde. Ses bottes glissaient sur les planches mouillées, et chaque pas résonnait dans ses genoux en tension. Elle voyait l'eau briller sous ses pieds, et, dans les fentes entre les planches, la vague faisait un mouvement noir, sa peur ne disparaissait pas. Elle devenait seulement utile, comme chez quelqu'un qui marche sur une glace mince et sait que s'arrêter empire tout. La foule se resserrait autour d'eux, puis s'ouvrait. Certains criaient des conseils, d'autres riaient, d'autres juraient. Des pêcheurs lançaient des plaisanteries, disant que le Jarl a déjà choisi un nouvel invité pour son festin. Des femmes menaçaient de bâtons si le bouc touchait leurs marchandises. Des esclaves qu'on avait chargés de barriques se plaquaient contre les murs des entrepôts et regardaient, comme un spectacle rare qui permet d'oublier, une minute, le poids sur les épaules. Ingborg sentit soudain que son cœur battait pour autre chose que la course. En elle vivait un autre tremblement, fin, presque honteux. Elle n'était touchée qu'Eirik ait parlé si sûrement. Elle était touchée qu'il sache penser aussi bien que ceux qui siègent au Thing et tranchent le sort des autres. Avant, elle ne voyait en lui que la force et la maladresse. Maintenant, elle voyait une manière de tenir les gens sans menace. Et quelque chose en elle se déplaça, comme lorsqu'on tourne une clé dans une serrure. Eirik, courant en tête, sentait les regards sur sa nuque. Il savait que tout le quai regardait. Et il savait combien il est facile d'être traité d'homme sans main s'il tombe encore, s'il laisse filer le bouc. Mais Ingborg courait près de lui. Et cela rendait tout étrange. Pas plus facile, plus net. Il ne voulait pas seulement attraper la bête. Il voulait le faire de façon qu'elle ne regrette pas que ce soit lui, à ses côtés. Le bouc tourna là où les plattelages se faisaient de plus étroits, où des cordages traversaient et où l'on pouvait disparaître entre les barriques. Devant, on distinguait des bateaux amarrés par de courtes amarres, et, au bord de l'eau, une couche gluante luisait sur le bois, comme une fine glace. Là, il était facile de tomber, facile de se cogner, facile de mouiller tout ce qu'on porte. Ingborg serra la sacoche plus fort, mais sentit son bras fatigué, son épaule tirée. Elle ne s'autorisa pas à ralentir. Elle pensa seulement que si la lettre souffre, on ne lui pardonnera pas.
pas le jarl, les gens, ceux-là même qui rient et courent derrière. Ils diront: la fille du runomancien voulait faire comme les gens sérieux, et elle a fait comme les enfants. Le bouc sauta par-dessus un gros cordage et manqua de renverser un homme qui portait une corbeille de poisson. Le poisson se répandit sur les planches. Les gens hurlèrent. Quelqu'un posa la main sur son couteau, non par rage, par habitude. Un instant, l'air devint tranchant, comme avant une bagarre. Eirik releva brusquement la main pour qu'on n'intervienne pas, et son geste fut si autoritaire que plusieurs reculèrent. Ingborg vit cela et comprit. Il peut être un mur, pas seulement devant une porte. Le bouc disparut derrière des bateaux, et, une seconde, on crut qu'il l'avait perdu. Puis il y eut le choc d'un sabot contre une caisse vide et un reniflement rauque. Il était tout près, du côté des entrepôts, là où la foule se fera plus épaisse, où tout deviendra plus dangereux pour la lettre et pour leur dignité. Ingeborg s'arrêta un instant pour reprendre souffle, et, dans cet instant, Eirik se retourna vers elle. Il voulut dire quelque chose, peut-être demander si elle était fatiguée, mais les mots ne sortirent pas. Il regarda seulement la sacoche et son visage, où la colère tenait près de la peur, et il comprit que pour elle, ce n'est pas un jeu, c'est une bataille pour un nom. Elle vit son regard, et sentit soudain qu'elle n'avait pas envie d'être seule dans cette bataille. Elle voulait encore tout tenir, contrôler, ne pas donner, ne pas céder. Mais, près de lui, le contrôle cessait d'être la seule façon de survivre. Près de lui, on pouvait porter le poids à deux, même s'il ne mettait pas encore ce mot dessus. Duquet monta un nouveau cri, et il avait quelque chose de plus inquiétant, plus aiguisé que le rire. Quelqu'un cria que le bouc se glisse vers d'autres tissus plus loin, vers des teintures fraîches. Le cri fut repris, et le bruit se leva encore, comme une vague. Eirik pivota et partit vers la voie, et Ingeborg, ramenant son manteau, s'élança à sa suite. Derrière eux, la tisserande avait déjà commencé à se vanter auprès d'une voisine qu'elle aurait désormais un motif que même le jarl reconnaîtrait. Et, dans ces mots, Ingeborg entendit une vérité dangereuse. Leur poursuite d'aujourd'hui était déjà devenue la matière de récit. Et donc, la prochaine faute sonnera plus fort que la première. Le bouc surgit d'un passage étroit près des entrepôts et fonça vers les bateaux, comme s'il avait décidé que la mer est plus fiable que les hommes. Là où les platelages étaient plus bas, les planches s'assombrissaient d'eau, et, dessous, on entendait la respiration de la vague. Des cordes se croisaient, des filets gisaient en tas, avec une odeur de poisson et d'algues, et chaque pas pouvait devenir un piège. La foule courait derrière, mais pas toute. Certains étaient déjà épuisés, d'autres craignaient de glisser, d'autres ne voulaient pas abandonner leurs marchandises. Ceux qui restaient criaient plus fort, comme si la voix pouvait remplacer les jambes. Le bouc sauta sur la barque la plus proche, amarrée par un court cordage. La barque oscilla, l'Etjo clapota contre le bordage, et, dans la même seconde, un pêcheur éclata de rire. Le jarl a déjà choisi son navire. On reprit le rire, et la plaisanterie courut sur le quai comme une étincelle dans la mousse sèche. Eirik ne pouvait pas se permettre de traîner. Il sauta à son tour sans réfléchir, et la barque chancela plus violemment. Un instant, son corps se perdit l'équilibre, et devant lui, il n'y eut plus des gens, mais l'eau grise, prête à l'accueillir avec une moquerie froide. Il agita les bras pour se rattraper, et ce geste avait quelque chose de gamin, presque impuissant. Ingeborg réagit avant la pensée. Elle l'attrapa par la ceinture, le tira vers elle, le retenant comme on retient un sac de grains pour qu'il ne passe pas par-dessus bord. Il sentit sa main, sa force, et, une seconde, ils furent trop proches. Ses doigts s'accrochèrent au cuir de la ceinture. Son épaule frôla presque son visage, et l'air entre eux devint dense comme l'étoffe sur le métier. Elle lâcha d'un coup, comme si elle avait peur non de l'eau, mais
de ce qu'elle venait de faire. Les mots sortirent, rude. Regarde où tu mets les pieds. Elle voulait que sa voix sonne comme d'habitude, piquante, pour ne pas trahir à quel point son cœur avait cogné. Mais, aussitôt après, plus bas, presque malgré elle, elle ajouta « Ne te noie pas, je n'ai pas le temps de chercher un nouvel homme d'escorte. » Et elle le regretta aussitôt. La sollicitude sonnait trop clairement, trop vrai. Eirik se rattrapa, posa les pieds plus largement, comme sur un pont en pleine houle, et fit comme s'il n'avait rien entendu. Mais ses oreilles rougirent, et il tourna la tête vers le bouc, comme si là se trouvait un refuge contre ses propres pensées. Le bouc, comme content d'avoir provoqué cette proximité, bondit de nouveau sur le platelage et fila vers la rangée de maisons où commençaient entre les tavernes et les boutiques. Là, l'air changeait. Il n'était plus marin, mais tiède, épais de fumée, de pâtes frites et de bière aigre. Sous les auvents pendaient des tresses d'oignons, du poisson séché, des anneaux de saucisson, et, au crochet, luisaient des couteaux et des boucles. Devant les portes des tavernes se tenaient ceux qui ne travaillaient pas à cet instant. L'un jouait aux osselets, l'autre marchandait, un autre réchauffait ses mains sur une chope. Pour eux, la poursuite était un divertissement, et ils l'accueillirent en volontiers. Le bouc s'engouffra dans la taverne la plus proche, comme dans son propre enclos. La porte s'ouvrit à la volée. Quelqu'un cria à l'intérieur. De la vaisselle d'argile tinta. Un instant plus tard, la patronne parut sur le seuil, le visage rouge, les manches remontées jusqu'au coude, et elle hurla comme si le bouc était venu non voler des tourtes, mais abattre sa vie. À l'intérieur, c'était étroit et bruyant. La fumée de l'âtre restait sous le plafond, comme un bonnet gris. Sur les bancs, des hommes étaient entassis, certains avec des doigts coupés, d'autres avec des cheveux salés. Au mur pendaient des boucliers, plus pour l'allure que pour l'usage, et, au-dessus de la porte, se balançait un bouquet d'herbes et un petit marteau de bois pour chasser le mauvais œil. Dans un coin presque invisible, pendait une petite croix tordue sur une corde, laissée par quelque étranger. Ici, personne ne disputait des dieux à haute voix. Ici, on disputait des prix et de qui doit une chope à qui. Le bouc donnait des coups à un banc où des tourtes étaient interposées. La pâte partait en miettes, la farce tombait au sol. L'un se leva pour sauver sa part. Un autre, au contraire, ria et attrapa un morceau à même le plancher. La patronne hurlait, les clients riaient, et le rire grossissait, parce qu'il y avait là un soulagement. Tant que quelqu'un court après un bouc, on peut oublier les dettes autour et le froid. Ingeborg entra derrière, s'efforçant de rester droite. Elle vit d'emblée que, ici, le danger n'était pas seulement de mouiller la lettre. Ici, le danger, c'était de perdre la face. Dans une taverne, on aime l'histoire plus que la vérité, et, si elle donne une prise, on la rongera toute la soirée. Elle s'approcha de la patronne et dit que le dommage serait remboursé. Elle le dit calmement, avec ce ton que son père employait pour apaiser les querelleurs au thing, ni bas ni au haut, mais fait pour être entendu. Elle promit que le village paierait les tourtes, que la tante du potager confirmerait qu'ils savent tenir parole, et que le jarl n'aime pas le désordre sur le quai. La patronne se calma un peu, parce que le nom du jarl agit mieux que des cris. Pourtant, elle continua à invectiver, car l'invective était sa puissance. Eirik, au même moment, essayait d'attraper le bouc. Il tendit les mains, fit un pas, mais le bouc recula et frappa de nouveau le banc. Alors Eirik fit ce que personne n'attendait de lui. Il émit d'un son qui devait être un bêlement de bouc. Le son fut affreux. Trop grave, trop rauque, pareil au grincement d'un cordage dans le vent. Un silence tomba dans la taverne, au point qu'on entendit le charbon craquer. Puis quelqu'un étouffa un rire, et le rire s'effondra en avalanche. Mais le bouc s'immobilisa une seconde et tourna la tête, comme s'il ne comprenait pas qui osait lui parler dans sa langue. Cela suffit. Eirik profita de la pause, bondit,
manqua de peu de saisir la peau à la base du cou, mais le bouc se déroba et fila vers la sortie. Eiríkr, ne pensant déjà plus au rire, se lança à sa poursuite. Ingborg resta un instant, avec tout mêlé dans la poitrine. Elle avait honte de ce son, parce que la taverne le répéterait jusqu'à la nuit. Elle trouvait cela drôle, parce que c'était réellement ridicule. Et elle avait chaud, d'une chaleur étrange, parce qu'Éric s'était rendu risible pour l'affaire, pas pour les louanges. Pour elle aussi, même s'il n'aurait pas su se le dire. Elle jaillit dehors à sa suite, et l'air froid frappa son visage comme de l'eau. Le bouc filait déjà le long des étals, et maintenant la moitié du village courait derrière lui. Les gens sortaient en des portes, attrapaient de la poursuite au vol, criaient, agitaient les bras. L'un courait avec du poisson séché encore dans les mains. Un autre abandonna sa corbeille dans la boue. Le tumulte devenait ingouvernable. Le bouc, comme s'il se nourrissait de ce tumulte, vira vers les entrepôts. Là, c'était plus calme. Là, de grandes portes se dressaient. Là, cela sentait le fer et le bois. Ingeborg le vit courir là où il ne fallait pas. Et elle comprit une chose simple. Tant que les hommes hurlent, la bête fuit vers un endroit où se cacher. Plus il crie, plus elle cherche le silence, pas la sortie. Elle s'arrêta un souffle et éleva la voix. Pas pour couvrir les autres, pour donner un sens. Elle cria qu'il fallait barrer le passage vers les entrepôts, ne pas hurler, lui laisser une voie vers l'endroit où on pourrait le rabattre. Dans sa voix, il n'y avait pas de panique. Il y avait la conduite. La foule ne comprit pas tout de suite. Mais Eiríkr se retourna, vit son visage et entendit ces mots. Et il fit l'essentiel, il les répéta, fort. Sa voix était plus puissante, plus basse, et on l'écouta presque aussitôt. On a l'habitude d'écouter un homme d'escorte, même quand il reprend des paroles qui ne sont pas les siennes. Plusieurs hommes partirent barrer le passage. L'un saisit une barrique, l'autre déploya un filet. Le bruit changea, moins de cris vides, plus d'ordres brefs. Ingborg sentit quelque chose se desserrer en elle. Elle ne fut pas blessée qu'on n'écoute pas sa voix, à elle. Cela lui plut même, comme si sa pensée avait pris un corps, et que le corps de cette pensée était Eiríkr. Et ainsi, pour la première fois, ils agissaient vraiment ensemble, pas seulement côte à côte. Mais, avec le soulagement, une autre inquiétude vint. Ingeborg vérifia machinalement la sacoche sous son manteau. Les liens étaient en place. Elle vérifia encore, quelques pas plus loin, et encore. À chaque fois, ses doigts retrouvaient encore le cuir, le nœud, le bord du tissu, et son cœur se calmait pour un souffle, avant de se resserrer de nouveau. Eiríkr le remarqua. Il ne demanda pas ce qu'il y avait, ne réclama pas de voir. Il dit à Ma seulement, tandis qu'il courait qu'elle lui donne la sacoche. Il le dit calmement, un peu maladroitement, comme s'il demandait non une chose, mais de la confiance. Il expliqua simplement. Ses mains sont plus grandes, c'est plus facile de tenir. Il la porterait de façon à ne pas la mouiller. Ingborg s'agrippa plus fort à la sacoche. Elle eut l'impression que, si elle la donnait, elle donnait non le parchemin, mais le contrôle de sa vie. Elle avait l'habitude de tout tenir seule, sinon tout s'étalait comme de l'encre sur du cuir mouillé. Elle allait dire non, sec, comme toujours. Puis elle vit son visage. Il n'y avait ni envie de commander, ni moquerie. Rien qu'un sérieux et un respect silencieux pour ce qui, pour elle, compte. Elle ralentit un souffle, tira la sacoche de dessous son manteau et la lui tendit. Sa main trembla, mais son visage resta ferme. Eiríkr prit la sacoche avec tant de précaution qu'on aurait dit qu'elle contenait quelque chose de fragile, presque sacré. Il passa la courroie sur son épaule et plaqua le paquet contre sa poitrine, comme un enfant qu'on ne doit pas laisser tomber. Pour un homme si grand et si fort, cette prudence avait quelque chose de presque comique. Ingeborg se surprit à sourire. Pas largement, pas de façon visible,
un simple coin de lèvre qui bouge. Et, dans cet instant, courir devint plus facile, comme si le poids quittait non seulement ses mains, mais aussi son cœur. Elle comprit que la confiance peut être non une faiblesse, mais une manière de survivre plus vite. Le bouc, pendant ce temps, était presque pris. On l'avait rabattu dans un passage étroit entre des granges, aux murs de planches noircies, avec une terre battue en bout sous les pieds. Des hommes barraient la sortie avec un filet. L'un tenait un bâton, l'autre se préparait à saisir une corde. Le bouc tournait, soufflait, et ses cornes luisaient. Des roues samantirun y étaient engravées. Et cela avait quelque chose d'inquiétant, comme si l'on ne capturait pas une bête, mais le signe du jarl lui-même, un signe qui ne voulait pas revenir. Eirik avança, lentement, pour ne pas l'effaroucher. Il tendit la main vers les cornes, toucha presque. Ingeborg vit ses épaules se raidir. Son corps se rassembler, comme si dans ce geste se jouait toute sa dignité. Elle eût été prête à expirer quand le bouc feinta, se déroba, frappa une planche du sabot et bondit de côté, laissant Eirik les mains vides. Et, dans la même seconde, Ingeborg vit autre chose. À la ceinture d'Eirik, la sacoche oscilla un peu, et sa gorge se serra. Le nœud n'était pas serré. Le rabat était entr'ouvert, comme si quelqu'un y avait touché. Ingeborg y planta les yeux comme sur une blessure. Elle vit le vide. Ses paumes refroidirent si vite qu'on aurait dit qu'elle venait de les plonger dans le fjord. L'air autour devint étranger. Le bruit de la foule s'éloigna, comme si on l'avait couvert de fourrure. Aucun mot ne sortit d'abord. Elle regardait la sacoche et comprenait. La lettre a disparu. Et c'était pire que le bouc, pire que le rire, pire que la boue, parce que la lettre était son nom, son serment, sa tentative de tout faire que son cathare. Eirik remarqua son visage et s'arrêta, oubliant le bouc. Il regarda la sacoche, puis elle. Son propre visage pâlit, mais sa voix, quand il parla, fut étrangement calme. Il dit qu'elle devait se rappeler où la lettre avait été vue pour la dernière fois. Pas à coups de cris, pas de panique, pas à pas. Ingeborg avala sa salive. Une rage monta en elle, si forte qu'elle aurait voulu frapper n'importe qui, pour ne pas sentir ce froid. Mais elle comprit, si elle se brise maintenant, la lettre disparaîtra pour de bon. Elle inspira, se tenant, et tenta de se souvenir, comme si ce n'était pas l'honneur mais une simple chose. Et le bouc, comme pour se moquer, jaillit de nouveau du passage et disparut dans la foule, les laissant avec une sacoche vide et un choix plus effrayant que n'importe quelle poursuite. Vers le soir, le quai changeait. Le jour, il était marché et route, au crépuscule. Il devenait un lieu d'attente, où les gens se hâtent de finir avant que l'humidité de la nuit ne tombe. Le vent de l'eau se faisait plus mordant. Il tirait les bordes des manteaux, arrachait des mains les chiffons légers. Au-dessus du fjord s'étalait une vapeur froide, et les dracars aux pieux grincèrent, comme s'ils rêvaient de rivages lointains. Sur les plattelages, l'eau luisait, et chaque pas sonnait sourd, comme si les planches étaient fatiguées d'avoir porté cette journée. Ingeborg marchait près d'Eirik d'un pas rapide, regardant à peine sur les côtés. La lettre était de nouveau sur elle, au fond de la sacoche, les liens serrés si fort que la courroie mordait ses doigts. Elle sentait le parchemin avec tout son corps, comme s'il n'était pas dans la sacoche, mais sous sa peau. Sa colère contre le voleur ne s'était pas éteinte. Elle s'était lissée, changée en détermination froide. Maintenant, elle savait qu'on peut perdre tout en un seul instant d'inattention, et elle n'avait plus l'intention de laisser le monde à la merci du hasard. Eirik tenait sa main bandée un peu plus haut pour que le tissu ne prenne pas le yacht. Le lambeau, au motif du bouc, ressemblait presque à un ornement sur sa paume, et cela, d'une façon étrange, le rendait moins dur. Il n'en parlait pas, mais, par moments, il regardait le nœud comme pour vérifier qu'il est toujours là. En lui vivait un sentiment discret, qu'il ne savait pas nommer, comme si on l'avait vu non seulement pour ses mains et ses épaules, mais comme un homme,
Le bruit de la poursuite se faisait tantôt plus proche, tantôt plus lointain. On criait vers les entrepôts, on jurait près des bateaux. Ingeborg et Eirik retournèrent dans le passage étroit entre les granges, là où, peu auparavant, on avait rabattu le bouc. Ils s'attendaient à ne trouver que du vide, des traces de sabots, de l'eau renversée, tout ce que laisse une course. Mais le bouc était là, comme s'il s'était lassé de sa propre gloire. Il mâchait la corde de quelqu'un d'autre, lentement, avec l'air d'un maître. La tache blanche sur son flanc luisait au crépuscule, et ses cornes gravées de runes semblaient presque solennelles, comme si cette bête était vraiment un talisman et le savait. Il ne se débattait pas, ne fuyait pas. Il regardait seulement les hommes avec une assurance insolente et tranquille. Ingeborg s'arrêta, incrédule. Après toute cette journée, ce calme avait l'air d'une moquerie. Eirik s'approcha lentement, sans geste brusque, comme on approche un cheval nerveux. Il tendit la main et prit le bouc par les cornes. Pas brutalement, mais de telle façon qu'il devint évident que la course était finie. Le bouc tenta de résister, écarta les pieds, souffla, comme s'il voulait encore montrer son caractère. Mais Eirik tenait ferme, et, dans son mouvement, il n'y avait pas de raideur, seulement une force calme. Ingeborg ramassa la corde, arracha au bouc le morceau qu'il mâchait, et noua vite. Cette fois, le nœud fut juste, serré, comme si elle avait appris d'Eirik, même s'il ne lui avait rien appris par des mots. Le bouc secoua encore la tête, et, tous deux, d'un même élan, firent un pas pour le retenir. Ils se retrouvèrent à marcher au même rythme, épaule contre épaule. C'était un geste simple, presque ridicule, 2 personnes et une bête têtue. Pourtant, Ingeborg sentit soudain que dans ce pot côte à côte, il y avait quelque chose de juste. Pas une coïncidence, pas une commodité, mais un état où il devient plus facile de respirer. Elle eut peur de cette pensée, comme on a peur d'un feu trop proche. Et elle se cacha aussitôt derrière le travail. Elle vérifia la sacoche, remonta la courroie, regarda devant elle, comme si le salut se trouvait là. Ils partirent vers la jetée, et, en chemin, les gens se retournaient. On montrait du doigt, on riait, on disait que le bouc était enfin là. Le rire n'était plus méchant, il y avait du soulagement, comme si le village était lui-même fatigué de son vacarme. La femme à la corbeille, que le bouc avait failli renverser plus tôt, agita la main et marmonna comme une bénédiction, mais en la déguisant en plaisanterie. Les pêcheurs se firent un signe et hochèrent la tête vers Eirik, comme pour reconnaître, oui, il ne s'est pas noyé, il ne s'est pas couvert de honte. Ingeborg sentait les regards autrement que le matin. Alors, chaque regard lui semblait une lame. Maintenant, ce n'étaient que des regards. La peur des moqueries était encore là, mais elle ne la tenait plus entièrement. Elle avait fait ce qu'elle devait, et cela lui donnait un appui intérieur qu'elle n'avait pas auparavant. Au bord de l'eau se tenait le messager du Jarl. Il allait déjà partir. Sa barque était prête. Un sac de messages et de paquets reposait à l'avant, et, à côté, un rameur attendait, regardant le fjord comme s'il voulait partir avant la nuit. Le messager paraissait fatigué et irrité, comme un homme qui a passé la journée à entendre des excuses. Il les vit, fronça les sourcils, comme s'il se préparait d'avance à dire qu'il était trop tard. Ingeborg accéléra, courut presque les derniers pas. Le vent arracha une mèche hors de son bandeau, la gifla au visage, et elle eut l'impression que cette journée tentait encore de la faire trébucher. Elle s'arrêta devant le messager, se redressa comme si elle était au Thing, pas sur des planches mouillées, et tendit la lettre à 2 mains. Dans ce geste, il n'y avait pas d'abaissement, seulement du respect que pour la parole et pour l'ordre. Le messager prit le parchemin, le déroula un peu, jeta un œil aux runes. Son visage ne s'adoucit pas complètement, mais le coin de son œil tressaillit, comme chez quelqu'un qui reconnaît le soin, même s'il ne veut pas le montrer.
Il grogna comme si c'était toujours trop de bruit pour une simple liste, puis il hocha la tête. Eirik ramena le bouc plus près et le posa à côté, de façon que la tache blanche se voie et que les cornes gravées de runes accrochent la dernière lumière. Le bouc remua, essaya de donner un coup dans le vide, mais Eirik le retint sans effort, et la bête se calma soudain, comme si elle comprenait qu'on l'exhibe au lieu de la traquer. Autour, les gens rirent. L'un tapa l'épaule d'un camarade. Un autre cria que c'était une journée dont on parlerait longtemps. Le rire passa sur la foule comme une vague, sans venin. Le messager regarda le bouc et dit enfin que le jarl serait content. Il le dit sèchement, comme s'il ne voulait pas distribuer des louanges, mais sa voix portait une reconnaissance. Le village s'en est tiré. Il fit signe au rameur, monta dans la barque et, avant de partir, lança encore un regard à Ingeborg. Le regard fut bref, mais on y sentait qu'il l'avait retenue non comme une fille près d'un runomancien malade, mais comme quelqu'un qui sait tenir parole. La barque s'éloigna du platelage, l'Ossiato froissa le bord, et bientôt la silhouette du messager se dissout dans la brume grise du fjord. De la jetée monta ce vide qu'on ressent après un événement important, comme après un festin, quand il ne reste que des eaux et de la fumée. Les gens commencèrent à se disperser, à ramasser les corbeilles, à retourner à leur travail, comme si cette journée pouvait se plier, tel un manteau, et se ranger jusqu'à la prochaine histoire. 2 hommes des anciens emmenèrent un bouc, promettant de le ramener à l'enclos et de l'attacher, cette fois, de façon à ce qu'il ne montre plus son caractère. Eirik leur remit la corde sans discuter, mais ses doigts s'attardèrent un instant sur le nœud, comme pour s'assurer que, désormais, tout tiendrait. Ingborg s'attarda aussi, fixa les cornes gravées de runes, et se surprit à une pensée étrange. Toute cette journée n'avait été que signes. Des signes que l'on laisse aux autres. L'honneur, comme les runes, se lit sur les lignes, pas sur les cris. Quand le bruit s'éteignit tout à fait, Ingeborg et Eirik restèrent au bord de l'eau. Le quai sous leurs pieds était mouillé et froid. Le vent jouait avec les pans de leurs manteaux. Et, dans ce vent, il y avait la sensation que le monde, enfin, avait expiré. Ingeborg se tenait là, regardant le fjord. Au loin, les dracars assombrissaient Hulsio, et elles avaient fait l'impression que chacun gardait en lui des récits qu'on dirait plus tard près du feu. Sa propre histoire, aujourd'hui, était devenue de celle-là. Elle ne savait pas encore si quelqu'un l'écouterait autrement que des voisines. Elle tenta de reprendre sa défense habituelle. Les mots sortirent presque droits, c'est bon, merci. Ensuite, elle se débrouille. C'était l'ancien masque, celui qui cache la peur et le besoin. Il l'avait servi des années, et elle ne savait pas l'enlever d'un coup. Eirik se tourna vers elle. Il avait le visage fatigué, les cheveux humides d'embrun et de sueur, une bande sombre de boue sur la joue qu'il n'avait pas remarquée. Pourtant, il y avait en lui un calme qui ne venait pas d'une victoire, mais du fait qu'il a mené la tâche sans se perdre. Il répondit sans pression, sans ruse, comme s'il parlait de la chose la plus simple. Elle se débrouille déjà. C'est juste qu'à deux, c'est plus vite. Ingborg ne comprit pas tout de suite pourquoi ces mots faisaient mal et bien à la fois. Ce n'était pas une déclaration, ni des promesses, ni de bels serments. Mais il y avait là ce qui lui manquait depuis longtemps. Près de lui, il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle mérite sa place. Il n'est pas nécessaire de tout tenir d'une main et de sourire de l'autre. On peut être droite, en colère, têtu. On peut se tromper et rester pourtant un être humain. Elle regarda sa paume bandée. L'étoffe au motif du bouc, improvisé sur l'instant, tenait bien. Le motif était drôle, né du hasard. Mais il signifiait maintenant plus qu'une toile. Il signifiait que leur journée ne s'était pas dissoute en boue et en rire, et qu'elle avait pris une forme entière. Ingeborg eut soudain envie de dire merci autrement, plus chaudement, mais elle n'y parvint pas. Elle se contenta d'un bref signe de tête, comme avant, et ce signe n'était déjà plus froid. Il était vrai. Eirik comprit. Il répondit par un signe, et entre eux,
une silence resta, où l'on entendait l'eau chuchoter contre les pieux. Ingeborg sentit la fatigue tomber sur elle comme une peau lourde. Mais, avec la fatigue, venait un calme étrange. Elle s'en est sortie, pas seule, et pas parce que quelqu'un a fait à sa place. Parce qu'ils ont marché côte à côte. Quand ils se séparèrent enfin, chacun vers sa longue maison, la nuit descendait déjà sur le fjord. Des feux s'allumaient aux fenêtres, l'odeur de fumée devenait plus douce, et, loin, quelqu'un commençait à raconter la journée, en y ajoutant des détails de trop. On parlera de la flaque et du bêlement, du chou et de la tisserande. Mais au cœur de cette histoire restera autre chose. Comment la fille du runomancien et l'homme d'escorte silencieux ont appris à tenir une même affaire à deux, sans se briser l'un l'autre. Ingeborg montait le sentier, et dans sa poitrine, vivait une attente silencieuse. Demain sera un autre jour, et il faudra encore être forte. Mais désormais, elle le savait. Il existe une force qui ne crie pas. Elle marche simplement à côté. L'honneur vient rarement à quelqu'un avec solennité, au son d'un corps et sous les regards de toute la communauté. Le plus souvent, il vient dans l'étroit, dans la fumée, dans l'humidité, quand les doigts gèlent et que tout brûle au-dedans. Il se mesure non à la force avec laquelle on parle de ce qui est juste, mais à la façon dont on se tient quand il y a autour des rires, des bousculades et des mains étrangères qui tirent envers ton travail. Ingeborg voulait que la lettre ait l'air comme il faut, parce qu'elle savait une chose simple. L'ordre n'est pas un luxe, c'est une protection. Une ligne bien tenue, un nœud serré, une parole dite au bon moment. Cela aussi est un bouclier. Et quand la lettre a disparu, elle pouvait choisir le cri et l'abaissement, se jeter sur tout le monde et noyer la vérité dans le vacarme. Elle choisit autre chose, se tenir, réfléchir, attendre, agir de façon que la vérité devienne visible pour tous. C'est là l'honneur d'adulte, pas celui qui réclame des révérences, celui qui reste droit même quand le sol est se glissant. Cette journée a montré aussi que la force n'a pas une seule forme. Eirik croyait la force dans ce qu'on tient des mains, la poignée, les cornes, la courroie, le bouclier. Il ne craignait pas l'ennemi autant que la moquerie, parce que la moquerie, dans un petit village, dure plus longtemps qu'une cicatrice. Mais près d'Ingborg, il vit une autre force, celle du mot, qui n'est pas un ornement, mais une arme et un salut. Et Ingborg, qui avait l'habitude de tout contrôler, vit une force qui n'écrase pas et ne prend pas. Elle soutient. Quand Eirik reprenait ses ordres d'une voix forte, il ne lui volait pas son idée, il la rendait audible. Quand il proposait de porter la sacoche, il ne lui enlevait pas la responsabilité, il partageait le poids. C'est ainsi que naît un vrai lien, pas de promesses belles, mais de respect qui se prouve par un geste simple. Offrir un coude sur une planche glissante, tenir une pause au lieu d'un coup, croire au plan de l'autre même quand on voudrait agir autrement. Et, ici, l'amour n'a pas de grands serments. Il y a mieux près de la bonne personne, il n'est pas nécessaire de prouver sans cesse qu'on mérite. Il n'est pas nécessaire de cacher sa colère pour paraître forte, ni de jouer l'insensible pour ne pas passer pour faible. On peut être vivante, fatiguée, têtue, on peut se tromper et rester pourtant respectée. Cette personne ne te rend pas plus petite, ne se place pas au-dessus, ne réclame pas de gratitude. Elle marche simplement à côté et dit la vérité avec des mots simples. Alors on comprend, à deux, c'est plus vite. Ce n'est pas seulement courir après un bouc, c'est une vie où l'on n'est pas obligé de tout porter sur un seul dos. C'est savoir que l'honneur et l'amour ne vivent pas dans le bruit de la foule, mais dans le silence entre deux personnes, qui choisissent de se tenir l'une l'autre sans que personne ne se perde.